présidentielles de 2019 en Mauritanie, l'opposition met en garde contre un hold-up électoral. Le Cameroun se prépare pour les élections municipales et législatives. Quattal, une plateforme politique, ambitionne d'unir les forces de l'opposition pour renverser le parti au pouvoir. Guerre commerciale entre puissances, la Chine promet se battre jusqu'au bout contre les États-Unis. En 2018, Yann Kama, président du Botswana, confiait le pouvoir à son vice-président Mongwetsi Masisi lors d'une transition pacifique. Il a claqué la porte un an plus tard de son parti et accuse le nouveau chef de l'État, un autocrate, au point de menacer la stabilité du pays. Connu pour son franc-parler quand il était au pouvoir, Yann Kama se montre aujourd'hui aussi direct à l'égard de son successeur. Il a quitté ses fonctions en avril 2018 dans le respect de la Constitution qui limite à 10 années le règne des présidents. Il a alors passé le relais à son vice-président Mongwetsi Masisi. Mais les relations entre les deux hommes se sont depuis dégradées. Yann Kama a même fait de la défaite de son ancien parti aux élections générales d'octobre prochain sa priorité. Des responsables du BDP voient dans le président Masisi un handicap et craignent une défaite électorale d'après Yann Kama. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, l'actuel chef de l'État a pris des décisions modifiant plusieurs politiques clés de son prédécesseur, dont la plus emblématique est le rétablissement de la chasse aux éléphants, suspendue depuis 2014. Le Botswana, qui abrite la plus grande population d'éléphants sauvages au monde, soit plus de 135 000, a fait la une de la presse internationale en mai en levant l'interdiction de la chasse aux éléphants, provoquant des réactions passionnées. Depuis fin 2017, le nord du Mozambique, à majorité musulmane et riche en gaz, est le théâtre d'une vague de violence attribuée à des radicaux qui prônent une application stricte de la loi islamique. Mardi, 7 islamistes présumés ont attaqué dans le district de Makomia un camion transportant des passagers et des marchandises escortés par des militaires. Selon des sources locales, 8 personnes ont été tuées dans le véhicule et 7 autres ont été tuées sur place alors qu'elles tentaient de s'enfuir, a déclaré vendredi à l'agence France Presse un enseignant qui a perdu un collègue. Dans l'attaque, une autre personne a succombé à ses blessures. Le bilan a été confirmé par un responsable local sous couvert d'anonymat. Les assaillants ont fait exploser des engins artisanaux avant d'ouvrir le feu sur le véhicule, une première pour les islamistes. Dans la région, ils n'ont pas laissé le temps aux militaires de réagir. Les assaillants étaient au moins 7, tous des hommes, selon un survivant, a expliqué un responsable local. Parmi les victimes figurent 3 militaires qui escortaient le camion, a-t-il précisé. Une dizaine de personnes ont également été hospitalisées. Depuis fin 2017, les raids attribués aux islamistes, mais jamais revendiqués contre les civils ou les forces de l'ordre, ont fait au moins 200 morts, détruit de nombreux villages et contraint des milliers de personnes à l'exode. Selon un décompte de l'agence France Presse, 14 attaques ont été perpétrées pendant ce seul mois de mai dans le nord du pays, faisant plus de 40 morts. Surnommé par la population Al-Shabaab, les jeunes, en arabe, le groupe attaque les villages, mais aussi, depuis plus récemment, des routes. Le 22 mai, ils s'en sont même pris à un convoi funéraire sur une route du district de Palma, faisant 2 blessés par balle. Fin avril, la justice mozambicaine a prononcé les premières condamnations contre des membres de l'insurrection islamiste. Un total de 37 Shabab, dont des Tanzaniens, ont écopé de peines de 12 à 40 ans de prison. 4 candidats sur 5 de l'opposition en Mauritanie ont averti des risques de hold-up électoral en préparation. Les opposants disent sentir les prémices de fraudes électorales. En effet, l'impression des bulletins de vote a été confiée à une entreprise appartenant à un proche du régime en place. Le président de la Commission électorale nationale indépendante avait défendu le 28 mai la légalité totale du marché. À l'en croire,
La dite société a été retenue sur 6 au total pour la flexibilité de sa proposition financière, la qualité de papier et d'impression requise. Le président de la CENI a rejeté les soupçons qu'il a qualifiés d'infondés alors que l'opposition juge son institution trop proche du pouvoir. La présidentielle devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays qui a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. 5 candidats doivent affronter le 22 juin le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz. Contrairement à la présidentielle de 2014, qui avait été boycottée par les principaux partis d'opposition, ils ont appelé à la mobilisation, mais ils tiennent mordicus à une doléance, retirer l'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une imprimerie naissante, sans expérience, appartenant au président du patronat, qui collecte actuellement des fonds pour la campagne du candidat au pouvoir. Les marches dites pacifiques par le MRC, entendez, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun prévu ce samedi 1er juin, dans l'arrondissement de Douala 1er, ne s'y dérouleront pas. C'est la substance d'une décision de Tchankwi Nunje Jean-Marie, sous-préfet de cette unité administrative. Pour justifier cette interdiction, l'administrateur civil principal brandit le caractère séditieux des revendications. Donc, face à la situation, conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant un régime des réunions et des manifestations publiques, en son alinéa 2, nous avons interdit cette manifestation et toutes les dispositions sont prises. Les instructions ont d'ores et déjà été données aux forces de maintien de l'ordre pour que cette manifestation n'ait pas lieu de toute façon. Et demande aux populations de ne pas sortir ce samedi pour la dite manifestation. Et j'en appelle aux citoyens de l'arrondissement de Douala 1er, aux populations de l'arrondissement de Douala 1er de rester à la maison, de ne pas défier la loi parce qu'il n'y va pas de leur intérêt de chercher à défier la loi. Pour mémoire, le 10 mai dernier, le président du MRC, Maurice Kamto et ses partisans ont annoncé depuis la prison centrale de Yaoundé des marches pacifiques pour le 1er et le 8 juin 2019 pour réclamer leur libération sans condition, la réforme consensuelle du système électoral, l'ouverture d'une enquête sur le fiasco de la CAN 2019 et entre autres. Et Limbi Lobé, l'ancien cadre du Social Democratic Front, parti majeur de l'opposition au Cameroun, vient de mettre sur place une plateforme au nom de Kawutal. En effet, la plateforme qui, d'après ses propos, n'est ni un parti politique, ni une association, ni un mouvement. Nous avons toujours été en rang dispersé, chacun allant pour son propre compte. Essayons de répéter ce que nos prédécesseurs ont fait en 92, l'Union pour le changement. C'est elle que nous avons appelée aujourd'hui la plateforme Kawutal, une stratégie électorale d'union pour aller à ces scrutins de listes avec des listes consensuelles. Kawutal va mettre en place une stratégie pour les élections législatives et municipales afin que le vote contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, ne se disperse. Nous projetons dans bientôt, il y aura élections législatives et municipales. Et comme on ne nourrit pas la poule le jour du marché, nous sommes en train de prévoir pour que l'opposition, pour une fois pour toutes, soit vainqueur pour les élections à venir. Dans cette plateforme, on peut retrouver plusieurs partis politiques de l'opposition. Ces échecs à répétition ne doivent pas nous laisser indifférents et ont amené un ensemble d'acteurs politiques, dont des syndicalistes, des personnes de la société civile, des responsables politiques des partis, etc., à se mettre ensemble. La condition pour rejoindre le mouvement, selon l'initiateur, est de n'avoir pas soutenu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir.
En l'espace d'un mois, une vingtaine de personnes ont été enlevées dans la région de Difa au Niger par des éléments du groupe djihadiste Boko Haram. Il s'agit pour la plupart d'enlèvements contre rançon perpétrés malgré les lourdes pertes infligées ces derniers temps à ces djihadistes par les soldats de la force multinationale mixte constituée par 4 pays que sont le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Les incursions des armes armées se produisent généralement en milieu de nuit. La dernière, qui a eu lieu mercredi dernier dans la périphérie du village Toumour, a permis aux assaillants d'enlever 11 personnes, dont 8 femmes. Pourtant, selon des sources sécuritaires, l'étau se resserre autour des djihadistes de Boko Haram depuis quelque temps. En effet, les forces nigérianes sont massivement revenues dans le lit du lac Tchad avec d'importantes frappes aériennes, tandis que les forces nigériennes intensifient leurs opérations terrestres et aériennes dans le lac. À en croire certaines sources proches de la force multinationale mixte, une véritable course contre la montre serait même engagée à cet endroit pour infliger le maximum de pertes à l'ennemi avant l'installation de la saison des pluies. Au lendemain de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur les produits américains, la Chine renforce sa position dans sa guerre commerciale contre les États-Unis. Menace d'embargo sur certains métaux, liste noire d'entreprises étrangères, hausse des droits de douane et rhétorique guerrière. En quelques jours, Pékin est passé résolument à la contre-offensive, près d'un an après le début de son affrontement économique avec Washington. Notre attitude n'a jamais changé. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais elle n'en a pas peur non plus. S'ils en veulent une, alors nous nous battrons jusqu'au bout. À chaque fois, dans les discussions, il y a eu des revers parce que les États-Unis ont rompu le consensus. Les États-Unis devraient en conséquence assumer l'entière responsabilité de ces graves revers dans les discussions entre les États-Unis et la Chine. C'est du moins ce que nous pensons. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec les États-Unis, bien entendu, pour parvenir à un accord bénéfique pour tous. La coopération doit être fondée sur des principes. Il y a des résultats dans les discussions. La Chine ne transigera pas sur les principes fondamentaux. L'affrontement commercial se double d'un conflit technologique. Washington a placé le mois dernier le géant chinois des télécoms, Huawei, soupçonné d'espionnage potentiel, sur une liste noire des entreprises auxquelles il est interdit de céder de la technologie américaine. Le coup est considéré comme très dur pour Huawei, qui a besoin des puces électroniques américaines pour équiper ses téléphones portables. Pékin a répliqué vendredi en annonçant la création d'une liste noire d'entreprises étrangères non fiables.